Vous écoutez RFI, bonne journée à tous, il est 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. À la une de l'actualité africaine, la République démocratique du Congo, la prise de contrôle par l'armée d'une très importante base des rebelles ougandais ADF dans l'Est, un véritable centre d'endoctrinement et d'entraînement dans lequel de nombreux documents ont été découverts. L'enquête au Burundi suite à la disparition du journaliste Jean Bigirimana. Il y a près de 2 semaines, le président de la Commission des droits de l'homme du Burundi s'est rendu dans la ville de sa disparition. Au sommaire encore, la reprise hier du procès du correspondant en langue Haoussa de RFI au Cameroun, Ahmed Abba. L'accusation n'a pas été en mesure de fournir la liste des témoins à charge. Et puis les élections locales hier en Afrique du Sud, elles se sont bien déroulées globalement. Tout l'enjeu sera de savoir si le parti au pouvoir, l'ANC, va se maintenir dans plusieurs grandes villes du pays dans lequel il semblait être en perte de vitesse. 6 jours d'opération auront été nécessaires. Les militaires de République démocratique du Congo, les FARDC, ont finalement réussi à prendre le contrôle d'une très importante base des rebelles ougandais ADF dans l'est du pays. La base de Mwalika, les habitants du territoire de Béni dénonçaient depuis 2 ans l'existence de cette base qui servait au recrutement, à l'endoctrinement et à l'entraînement des rebelles. Les militaires sont donc entrés dans la base, ils ont découvert les lieux, ils ont pris possession de documents, ce qui va leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement du groupe rebelle, comme l'explique le porte-parole de l'armée congolaise, le général Kasonga. Le contrôle et la prise de Mwalika est une prise importante pour les forces armées parce que, on y a découvert un centre d'entraînement, un centre de radicalisation, mais également un centre d'approvisionnement de l'ADF. Nous avons saisi beaucoup de documents qui sont actuellement en exploitation et nous pensons que dès l'exploitation de ces documents, nous aurons des renseignements qui seront à même de nous aider à mieux évoluer, à avoir une connaissance plus qu'importante par rapport à ce que nous avions aujourd'hui et donc d'opérer en toute maîtrise. Nous avons trouvé des corps, mais essentiellement un corps nous intéresse au plus haut point parce que l'acharnement avec lequel la bande que nous avions défaite a tenté de prendre ce corps, de l'amener, nous renseigne, nous laisse croire qu'il s'agit d'un des plus grands responsables. Nous avons pris ce corps, nous pensons que leur entêtement à vouloir à tout prix amener ce corps cache quelque chose que nous devons découvrir. Le porte-parole de l'armée de RDC, le général Kasonga, au micro de Sonia Rollet. L'actualité en RDC, c'est aussi le dialogue national convoqué par le président Kabila en vue de l'organisation des élections. Hier, les ambassadeurs des pays africains du groupe de soutien ont réitéré leur appui total aux facilitateurs de ces discussions désignés par l'Union africaine, Edem Kodjo. Ils estiment que ce dialogue doit absolument se tenir dans un climat de paix pour la stabilité du pays et de toute la sous-région. L'enquête au Burundi, les recherches pour tenter de retrouver la trace du journaliste Jean Bigirimana qui travaille pour le journal Iwachu et pour Info Grand Lac. Le journaliste a disparu le 22 juillet dernier, il y a presque 2 semaines dans le centre du pays. Depuis, ses proches n'ont plus eu aucune nouvelle de lui. L'organisation Reporters sans frontières pense qu'il est vivant, qu'il a été arrêté par les services de renseignement et c'est pour essayer d'en savoir plus que le président de la Commission des droits de l'homme du Burundi s'est rendu sur place dans la ville où il a disparu. Anne Kantner. Nous gardons l'espoir qu'il soit encore en vie. Le président de la Commission des droits de l'homme se dit très préoccupé mais assure qu'il croit à une issue positive. En visite à Murambia hier, il a rencontré des témoins. Nous menons une investigation poussée pour comprendre ce qui s'est passé. Il est encore trop tôt pour les conclusions, mais le président de la Commission des droits de l'homme précise déjà qu'il n'y a pas de cachot du SNR à Murambia. Le SNR, le service de renseignement accusé par la presse d'avoir enlevé le journaliste il y a bientôt 2 semaines. Le journal Iwachu a étudié les appels téléphoniques de Jean Bigirimana et explique que le jeune homme avait reçu un coup de fil d'un informateur du SNR juste avant sa disparition. D'après Iwachu, ce sont donc bien des agents des renseignements qui l'ont arrêté. Et toujours selon le journal, Jean Bigirimana a été sévèrement battu et il est affamé. Sa survie serait une question d'heures. Pour l'instant, aucune piste concrète. Le président de la Commission des droits de l'homme reconnaît que la situation est assez floue. La police, elle, répète depuis le début que Jean Bigirimana n'est pas aux mains des forces de sécurité et qu'il n'a pas été arrêté.
On s'intéresse à présent au cas d'un autre journaliste. Le correspondant de RFI en langue Haoussa au Cameroun, Ahmed Abba, est poursuivi par l'État camerounais pour complicité d'actes de terrorisme et non-dénonciation d'actes de terrorisme dans un pays qui a été à plusieurs reprises le théâtre d'attaques menées par les islamistes de Boko Haram. Le procès d'Ahmed Abba, qui s'est ouvert il y a 6 mois maintenant, a repris hier devant le tribunal militaire de Yaoundé. L'accusation devait présenter ses témoins, mais elle n'a finalement pas pu le faire, Polycarpe Somba. Ils étaient annoncés tels des épouvantails par l'accusation. Les 5 témoins censés confondre Ahmed Abba depuis 6 mois et 4 audiences et autant de renvois, leur ombre a plané dans la salle d'audience du tribunal militaire de Yaoundé. Finalement, l'accusation va devoir faire sang. Le commissaire du gouvernement, hier en ouverture du procès, a admis être dans l'impossibilité de communiquer les noms des témoins attendus. Il a néanmoins avancé le nom d'un expert en cybercriminalité, Dr Ben Bidjoka. Il devrait être de la prochaine audience. À défaut des témoins, l'accusation a exploité les procès-verbaux des dépositions faites lors de l'enquête préliminaire. Parmi ces documents transmis au tribunal, des transcriptions de données d'échanges téléphoniques entre Ahmed Abba et des gens présentés comme appartenant à Boko Haram. Les avocats du correspondant de RFI ont contesté l'authenticité de ce document de transcription en s'appuyant sur le fait que c'était une photocopie. L'argument a été retenu par le tribunal qui a rejeté le document qui ne peut dès lors plus faire l'objet d'exploitation à charge. Le débat au fond va se poursuivre le 7 septembre prochain lors de la prochaine audience avec les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de la défense. Polycarpe Somba, Yaoundé, RFI. Interrogation autour d'une éventuelle scission au sein de Boko Haram au Nigeria. L'hebdomadaire officiel du groupe État islamique auquel Boko Haram a fait allégeance laisse entendre qu'Aboubacar Shekau n'est plus le chef du mouvement djihadiste. Un nouveau leader, Abou Mossab al-Barnaoui, semble avoir été nommé par l'EI. Ce dernier était jusqu'à présent considéré comme le porte-parole du mouvement ouest-africain. La lutte contre le groupe État islamique en Libye, les forces libyennes soutenues par des frappes aériennes américaines tentent de consolider leur position à Sirte, fief de l'EI. Les soldats pro-gouvernementaux se heurtent toutefois à la riposte des djihadistes qui ont notamment posé des mines dans cette ville de l'Est. Pour les aider à reprendre le contrôle de Sirte, le gouvernement italien se dit prêt à ouvrir ses bases militaires et son espace aérien aux bombardiers américains. Les Sud-Africains attendent maintenant de connaître les résultats des élections locales après avoir voté hier toute la journée pour choisir leurs maires et leurs conseillers municipaux. Les résultats arrivent pour l'instant au compte-gouttes. Des tendances vont se dessiner dans les prochaines heures, dans les prochains jours, avant l'annonce des résultats complets et officiels attendus pour samedi. Le scrutin s'est globalement bien déroulé. Les électeurs étaient nombreux à prendre part au vote. Les dirigeants politiques se sont eux aussi rendus aux urnes. Compte rendu Lisa Fabian. Les Sud-Africains se sont déplacés en nombre dans les bureaux de vote, malgré le froid mordant de l'hiver austral. Le président Jacob Zuma s'est lui-même rendu aux urnes dans son village de Nkandla. Il s'est dit très satisfait du déroulement des élections. Nous commençons à comprendre ce que voter veut dire. La campagne elle-même nous a montré la maturité des citoyens, mais aussi la maturité des partis politiques. Je suis très satisfait que notre pays montre clairement comment la démocratie peut être un bon système pour que les citoyens participent à la marche de leur pays. Dans la province du Limpopo, Julius Malema, le leader du parti EFF, est allé voter accompagné de sa femme et de sa grand-mère. Nous allons obtenir de très bons résultats. Ce sont les premières élections municipales auxquelles nous participons. Donc même si nous obtenons un seul siège, ce sera déjà une progression. L'opposition veut croire aujourd'hui que le changement l'emportera. Moussi Maïmané de l'Alliance démocratique se montre confiant. La démocratie signifie que vous pouvez choisir votre gouvernement. Vous pouvez en élire un ou vous pouvez en faire tomber un autre. On peut choisir un parti qui donnera du travail et supprimera la corruption. La commission électorale a salué un scrutin qui s'est globalement déroulé sans incident. Lisa Fabian, Johannesburg, RFI. La Tunisie connaît maintenant le nom de son nouveau Premier ministre, Youssef Chahed. 40 ans, était jusqu'ici ministre des Affaires locales. Il remplace Habib Essid. L'ex-Premier ministre a été destitué il y a 4 jours après un vote de défiance du Parlement. Youssef Chahed a 30 jours, 1 mois pour former un nouveau gouvernement d'union nationale. Une nouvelle équipe qu'il annonce plus jeune et plus féminine. On écoute le nouveau Premier ministre tunisien.
Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle ère qui nécessite des efforts, des sacrifices exceptionnels, qui nécessite du courage, de l'abnégation et des solutions extraordinaires. Nous allons commencer rapidement les consultations pour former le gouvernement d'union nationale avec l'ensemble de l'échiquier politique et les organisations nationales. Ce sera un gouvernement politique, un gouvernement de compétences nationales, sans système de quotas. Un gouvernement de jeunes parce que nous croyons en la capacité des jeunes à changer la situation. Les femmes seront mieux représentées. Ce gouvernement va dire la vérité au peuple tunisien concernant la situation financière, économique et sociale. Des propos recueillis par Jian Bergaoui. Youssef Chahed a énoncé plusieurs priorités pour ce nouveau gouvernement tunisien. La lutte contre le terrorisme, contre la corruption et contre le chômage. Et on reparlera de sa nomination juste après le journal avec notre invité ce matin, le chercheur Michael Ayari, répondra aux questions de Florence Maurice. 5 ministres proches de l'ancien vice-président Riek Machar ont été limogés par le président Salva Kiir au Soudan du Sud. Ces membres du gouvernement d'union nationale ont été remplacés par des proches de Taban Dengai, l'homme qui a lui-même été nommé pour remplacer Riek Machar au poste de vice-président. Ce remaniement fait suite à la démission de Lamakol, le ministre de l'Agriculture, en début de semaine. Ils mettent un peu plus en lumière les divisions au sein de l'ex-rébellion et fait de plus en plus planer le doute sur l'application de l'accord de paix signé il y a près d'un an pour mettre fin à la guerre civile. La contestation au Zimbabwe, une nouvelle manifestation hier à Harare contre le régime du président Mugabe au pouvoir depuis 36 ans. Des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la capitale. La crise économique s'est aggravée cette année. Le gouvernement est à court de liquidités pour payer les fonctionnaires et la colère monte dans le pays. Manifestation violemment dispersée par la police à coups de matraques, de canons à eau et de gaz lacrymogène. Les journalistes ont une nouvelle fois manifesté hier à Madagascar. Plusieurs dizaines de professionnels de l'information se sont rassemblés devant la Haute Cour constitutionnelle à l'appel du mouvement pour la liberté d'expression. Les journalistes voulaient demander aux juges de cette cour de retoquer le nouveau code de communication adopté par le Parlement et que les juges de la Haute Cour constitutionnelle examinent pendant plusieurs jours. Les journalistes affirment que ce nouveau texte constitue un recul pour la liberté de la presse et pour la liberté d'expression. Reportage Jeanne Richard. Quartier bloqué, un cordon de force de l'ordre interdit d'approcher de la Haute Cour constitutionnelle. Alors les manifestants restent sur le trottoir d'en face. Ils brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire « N'assassinez pas la liberté, vous avez encore le choix » ou encore le hashtag « Je suis libre ». Fetchara Kutunjasu est le porte-parole du mouvement pour la liberté d'expression. On a organisé un sit-in pour rappeler à nos hauts conseillers que la loi qui a été votée ne respecte pas la constitution malgache, ne garantit pas la liberté d'expression, la liberté de presse. Selon les journalistes, la loi va mettre en place un conseil de régulation des médias contrôlé par le pouvoir. Les termes pour protéger les sources sont trop vagues ou encore elle interdit aux médias privés une couverture nationale. Les hauts conseillers sont en train d'examiner pour contrôle de constitutionnalité et après le président va promulguer cette loi. Donc c'est la dernière chance. On espère encore qu'ils vont prendre la bonne décision. On restera toujours mobilisés jusqu'à ce que cette loi ne soit pas appliquée à Madagascar. Pourtant, avec les quelques politiciens de l'opposition récemment associés au mouvement, plusieurs journalistes ont préféré quitter la mobilisation, refusant la politisation du débat. Jeanne Richard, Antananarivo, RFI. Et il est maintenant 6h43 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Dans 5 minutes, la revue de presse Afrique, c'est Norbert Navarro qui viendra nous rejoindre en studio. Avec elle à une ce matin, J-1 avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Rio. Mais avant cela, on retrouve tout de suite l'invité de la rédaction. Et on parle ce matin de la Tunisie qui a désormais un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Youssef Chahed. Il a été nommé pour remplacer Habib Essid, évacué après un vote de défiance du Parlement il y a quelques jours. Youssef Chahed a 40 ans. Jusque-là, il occupait le ministère des Affaires locales. Il a maintenant 1 mois, 30 jours précisément pour former un gouvernement d'union nationale. Pour en parler, Michael Ayari, chercheur de l'International Crisis Group en Tunisie, est l'invité de Florence Maurice. Bonjour Michael Ayari. Bonjour.
Est-ce que selon vous, Youssef Chahed pourra faire mieux que son prédécesseur ? Une grande partie des critiques qui étaient dirigées contre le gouvernement de Essaïd, c'était des critiques qui disaient qu'il fallait un homme fort, quelqu'un qui arriverait à imposer en fait des réformes. Alors pour les libéraux entre guillemets de droite, c'est finalement un plan d'austérité. Pour les gens beaucoup plus à gauche, c'est le fait d'éviter l'islamisation du pays, etc. Le problème, on a travaillé sur la question, c'est qu'on se rend compte que c'est pas une question d'homme fort. Le problème, mais un blocage institutionnel, un blocage administratif qui est lié au fait qu'on a une société qui est divisée. On a beaucoup de choses qui sont accumulées, beaucoup de défis depuis le soulèvement de 2010-2011, des tentatives de réconciliation entre les élites politiques qui ont eu des affaires de procès par rapport à leur corruption de l'époque de Ben Ali, ce qui fait que un simple homme, quel que soit son CV, ne peut pas changer la situation. Habib Essaïd était considéré comme trop indépendant. Youssef Chahed appartient lui au parti du président Nida Tounes. Certains ont même dénoncé rapidement son lien de parenté avec l'actuel chef de l'État, ce que lui-même dément. Quelle est la réalité de la relation entre les deux hommes ? Disons que si on recoupe toutes les informations, ils seraient parents par alliance. Donc c'est pas un lien de parenté de sang direct, mais derrière cette critique, quels que soient ses fondements, c'est surtout une critique de la non-représentativité en fait des gouvernants, c'est-à-dire le sentiment que les origines régionales, parce que même s'il n'a pas de lien de parenté familiaux de sang, il appartient quand même à une certaine bourgeoisie tunisoise, comme le président de la République, qui a le sentiment d'une augmentation du népotisme, l'affairisme, etc., et quelque chose qui désacralise beaucoup la relation du citoyen à l'État. Et si on ajoute à cela le fait que le fils du président a été placé à la tête de son parti, Nida Tounes, est-ce que ces accusations de népotisme ne vous semblent pas justifiées ? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens ordinaires, notamment de jeunes de l'intérieur du pays, qui ne se sentent pas représentés en dehors de la période de la Troïka, c'est-à-dire quand il y avait donc le parti islamiste Narda, le CPR et Takatol, donc un ancien parti, c'était de fin 2011 à début 2014. Il y avait à ce moment-là une plus grande représentativité, notamment du Sud. Le Premier ministre Ali Raïef de Narda était originaire du Sud du pays, etc. Là, on a quand même un sentiment d'un recroquevillement sur des cercles élitistes. Et à mon avis, c'est ça que les gens critiquent. Alors après, l'idée de népotisme, c'est quelque chose qui est très répandu dans la société, qui est commun, mais qui a tendance à être de plus en plus dénoncé, parce qu'effectivement, il y a un sentiment que l'État est en train de s'affaiblir, une sorte d'algérianisation, si vous voulez, du politique, avec des élites de l'ombre qui ont de plus en plus d'influence en dehors des cercles élus démocratiquement. Alors Youssef Chahed, en tout cas, se présente comme un rassembleur. Il promet un gouvernement d'union nationale. Est-ce que Ennahda, redevenu la première force politique au Parlement à la faveur des divisions au sein de Nida Tounes, peut espérer obtenir plus de postes ? Disons, au départ, l'initiative de la présidence de proposer un gouvernement d'union nationale était venue un peu comme un cheveu sur la soupe. Et à ce moment-là, beaucoup voyaient que c'était une réaction contre Narda, donc le parti islamiste qui venait de faire son congrès et qui montrait qu'il était le principal parti politique. Et donc, il y avait beaucoup de personnes traditionnellement anti-islamistes qui soutenaient cette initiative de la présidence, en fait. Mais après, finalement, la vapeur s'est inversée. Il y a eu des tractations au sein de Nida Tounes, au sein de Narda, il y a eu des négociations qui sont faites et finalement, Narda devrait avoir plus de ministères. Au fond, est-ce que c'est un bon choix pour le président qui essuie de plus en plus de critiques ? Du point de vue de la présidence, qui doivent forcément avoir leur raison quelque part, peut-être essayer de faciliter la coordination avec le Premier ministre pour que l'institution présidentielle ait davantage son mot à dire. Mais le problème, à mon sens, c'est que c'est allé très vite, beaucoup de tractations par le haut. Il y a eu à peu près 7 ou 8 gouvernements, quelque chose comme ça en 5 ans, une très grande instabilité. Les dossiers s'arrêtent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose est fait, hop, on recommence tout à zéro. Et on peut peut-être se poser la question de l'utilité de changer de gouvernement, d'autant plus qu'il y a eu un remaniement au mois de janvier. Est-ce que les négociations entre partis politiques qui ont eu lieu dans le cadre de ce qu'on a appelé l'accord de Carthage peuvent débloquer la situation ?
depuis donc 5 ans. Il y a cette recherche un peu plus ou moins illusoire de ce fameux gouvernement d'union qui intégrerait tout le monde, c'est-à-dire la recherche d'une démocratie consensuelle où en fait tout le monde, tous ceux qui ont le véritable pouvoir dans la société seraient représentés. Et en fait, on se rend compte que ce type de régime n'est pas en fin de compte un régime démocratique. C'est-à-dire que pour en finir avec l'incertitude, les conflits politiques, pour en finir avec les grèves, pour en finir avec tout ça, il y a cette recherche de la représentativité parfaite pour ensuite fermer le régime et en finir plus ou moins avec la véritable conflictualité politique. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de assez dangereux à terme, parce que ce qu'il y a derrière, c'est l'idée que le pays n'est pas encore mûr pour une véritable alternance, etc. Donc on a de plus en plus des négociations en haut lieu, des pactes entre élites, de partage de pouvoir, qui en fait renforcent le gouffre entre le citoyen ordinaire et les élites politiques, qui en fait, de fil en aiguille, fait le jeu de l'extrémisme. Michael Ayari, merci beaucoup. Je vous en prie. Le chercheur Michael Ayari répondait aux questions de Florence Maurice. François Hollande arrive ce matin au Brésil. Le président français va assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques demain soir. Une visite également destinée à promouvoir la candidature de Paris pour 2024. En attendant, la compétition a commencé dès hier avec le tournoi de football féminin. La Suède a battu l'Afrique du Sud 1-0. La France a vaincu la Colombie 4-0. Le tournoi masculin débute aujourd'hui. Beaucoup d'incertitudes sur les motivations de l'homme qui a attaqué plusieurs personnes à l'arme blanche hier soir dans un square du centre de Londres. La piste terroriste est envisagée, mais les enquêteurs s'interrogent aussi sur sa santé mentale. Une femme d'une 60aine d'années a été tuée. Il y a aussi au moins 6 blessés. Le suspect est un jeune homme de 19 ans. Il a été arrêté. Les divisions s'accentuent chez les Républicains aux États-Unis. Dernière défection en date, la patronne du géant informatique Hewlett-Packard, qui est aussi l'une des principales donatrices du parti. Elle annonce qu'elle ne votera pas pour Donald Trump à la présidentielle de novembre. Plusieurs personnalités des Républicains ont publiquement fait savoir ces derniers jours qu'ils ne soutiendraient plus le candidat républicain Donald Trump. Le Conseil de sécurité de l'ONU réuni à propos de la Corée du Nord. Les États-Unis et le Japon appellent à des sanctions supplémentaires après un nouveau tir de missile avant-hier. Peu de chance toutefois qu'elle soit adoptée à cause notamment du blocage de la Chine. À 6h52 à Paris, on retrouve Norbert Navarro pour la revue de presse Afrique. Bonjour Norbert. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une de la presse ce matin, J-1 pour les JO avec une menace qui pèse sur Rio, celle des attentats. Menace qui inquiète la presse burkinabé. À Ouagadougou, le quotidien Le Pays craint en effet que les djihadistes s'invitent à la fête et doute en conséquence de la qualité du spectacle à venir. Difficile en effet, voire impossible pour un athlète de réaliser de bonnes performances alors que le risque d'attentat terroriste rôde dans et en dehors de l'enceinte des Jeux, soupire ce quotidien ouagalais. Mais heureusement, une note d'espoir sera là, Norbert, car parmi les équipes participantes à ces JO, il y aura celle des réfugiés. Une première aux Jeux Olympiques. Le Comité international olympique a en effet invité une équipe d'une dizaine de réfugiés qui défileront sous la bannière olympique. Ce même quotidien Le Pays relate ainsi l'histoire du judoka congolais Popole Misanga, séparé de sa famille à l'âge de 9 ans du fait des combats à Kisangani. Il s'est caché 8 jours durant dans la jungle avant d'être récupéré par un centre pour enfants déplacé de Kinshasa. Il a ensuite trouvé refuge au Brésil en 2013 et le pays se réjouit de le voir bientôt sur le tatami olympique. Autre grand quotidien burkinabé à se montrer sensible à cette initiative, l'observateur Palga qui en invoque même le Christ, carrément. Comment ne pas s'émouvoir ? Il faudra sans doute un miracle venu tout droit de la gigantesque statue du Christ Rédempteur qui surplombe la baie de Rio pour voir l'un d'eux monter sur le podium. Mais pour eux, cette expérience inoubliable est aussi la preuve que, malgré l'adversité qu'ils traversent, ils font encore partie de cette formidable équipe humaine de 7 milliards de coéquipiers, veut croire ce quotidien ouagalais. Et à propos de réfugiés, justement, l'histoire de ce bébé né en mer d'une maman congolaise, c'est une petite fille et elle se porte bien. Oui, c'est à l'aube dimanche dernier que le Betica, un bateau italien des gardes-côtes, a sauvé des dizaines de migrants clandestins entassés sur un rafio en perdition et aussitôt hissé à bord.
Une femme immigrée originaire de la République démocratique du Congo a en effet ressenti ses premières contractions. La suite, c'est le quotidien congolais Les Dépêches de Brazzaville qui la raconte. Le bébé, une petite fille, devient ainsi la première Congolaise née en mer Méditerranée. Une citoyenne innocente qui vient au monde par l'eau en pleine tentative de gagner la terre d'Europe. Et c'est donc fort logiquement que l'enfant aussitôt a été prénommé Joy Aurora. Je vous laisse traduire. Au Gabon, à présent, la filiation d'Ali Bongo, toujours contestée. Étant rappelé que l'élection présidentielle à un tour est programmée dans 23 jours au Gabon, c'est aujourd'hui que la Cour d'appel de Libreville doit examiner la plainte de Léon-Paul Ngoulapia, cousin germain du président gabonais, qui, après notamment la demi-sœur d'Ali Bongo, conteste lui aussi la filiation de ce dernier et donc son éligibilité. À quand l'épilogue du marathon judiciaire sur l'état civil du président de la République, soupire le site Gabon Echo. À quand la résolution définitive de cette affaire qui empoisonne le climat politique depuis au moins 2 ans? Jusqu'où peuvent aller tous les opposants au second mandat d'Ali Bongo? Ondimba, se demande ce journal gabonais en ligne. Manifestement, la fin du feuilleton n'est certainement pas pour demain. Manifestement, le moins que l'on puisse dire est qu'à la rédaction de Gabon Echo, on maîtrise l'art du choix de l'adverbe. Un retour enfin, Norbert, sur les affrontements meurtriers entre Touaregs fin juillet à Kidal et dans sa région. Des tensions, pas seulement politiques. C'est le journal français Libération qui revient sur ces incidents pour en détailler les causes, lesquelles reposent essentiellement sur les antagonismes à caractère culturel qui, de toute éternité, divisent les Touaregs. Mais Libé ne manque pas de souligner aussi le rôle joué dans cette guerre des fractions par la lutte sans merci pour le contrôle du trafic de drogue. Auquel cas, explique un connaisseur du Nord Mali dans ce quotidien français, la bataille du 22 juillet pourrait justement être due à l'énervement de combattants du Gatia, responsables d'un convoi de 6 véhicules chargés de drogue qu'ils se sont fait voler aux environs de Tinzaouaten. Comme quoi, à Kidal, quand parle la poudre, c'est aussi à cause de la poudre blanche, celle-ci. Merci Norbert Navarro. Revue de presse à retrouver bien sûr comme tous les jours sur notre site internet. L'adresse n'a pas changé, c'est le www.rfi.fr. On fait une pause, on se retrouve juste après. À tout de suite. Ça va, le monde. Pascal Paradou. Au rythme des cabosses malgaches, Rahari Manana lance un cri de révolte et appelle à la tendresse. Parfois le vide. Son texte est un poème mais aussi un concert avec la musique de Tao Ravao. Ça va le monde. Dimanche, à partir de 10h10 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Et on retrouve Pierre Chaperon pour le journal des sports. Bonjour. Bonjour Magali. Les Jeux Olympiques de Rio, la cérémonie d'ouverture aura lieu demain. Le village olympique pose toujours problème. Oui, c'est l'un des points noirs. Certains appartements ne sont pas totalement terminés. Un vrai problème pour l'entraîneur des judokas burkinabé Herman Zungwana. On n'est pas totalement satisfait parce que dans certaines chambres, il n'y a pas de télévision pour avoir les informations, tout ça. On sent qu'il y a encore des réflexions qui sont faites jusqu'à présent. Et ça dérange un peu la quiétude des athlètes, quoi. Et les travaux ? Oui, il y a des travaux encore qui se poursuivent. Il y a quelques travaux de réaménagement, d'électricité, de plomberie, tout ça. Donc, c'est pas totalement OK pour le moment. Il y a des vrais problèmes que vous avez vus ? Des vrais problèmes, non, mais c'est des petits problèmes soulignés, mais qui agacent un peu la quiétude des athlètes. Parce que si on veut se reposer après peut-être un entraînement, on arrive et qu'il y a des travaux à faire, du coup l'athlète et même le staff, on a du mal à se reposer. Mais bon, moi c'est mes premiers jeux, donc du coup, moi je suis content déjà d'être au jeu. Herman Zungwana, l'entraîneur des judokas burkinabé au micro d'Éric Mamrut. Les Jeux Olympiques côté compétition avec le début hier du tournoi féminin de football. 2 nations africaines étaient concernées. 2 équipes pour autant de défaites. C'est une véritable leçon de football qu'a donné l'Allemagne au Zimbabwe. Les Allemandes se sont imposées 6-1 pour ce match qui comptait pour le groupe F. Dans le groupe E, l'Afrique du Sud a longtemps résisté contre la Suède avant de céder à un quart d'heure de la fin par un but de Fischer. Résultat, les Suédoises l'ont emporté 1-0. Et place ce jeudi au début du
du tournoi hommes. Les 3 équipes africaines font leur entrée en lice. Dans le groupe D, l'Algérie est opposée au Honduras. Dans le groupe A, l'Afrique du Sud affronte le pays hôte, le Brésil. Enfin, Nigeria-Japon. Un match du groupe B clôturera cette journée de compétition. Le football, on y reste. Au Niger, l'AS Douane de Niamey remporte la Coupe nationale face à l'Akokana d'Arlit. Un but partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Tout s'est joué au tir au but remporté par le club de Niamey. 4-3, une victoire au courage pour l'entraîneur Cheikh Omar Diabaté. Nous sommes revenus de loin, de très très loin. Le fait de marquer dans les arrêts de jeu prouve qu'on était déterminés. On voulait remporter ce trophée. Il fallait que cette coupe arrive pour une première fois à l'AS Douane et il fallait donner toutes nos énergies pour que nous puissions arriver à cela. Propos recueillis par Ousmane Keita, l'AS Douane de Niamey qui représentera le Niger en Coupe de la Confédération. Merci Pierre Chaperon. L'actualité sportive, c'est aussi quand vous le souhaitez sur RFI.fr. Un nouveau journal tout de suite. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service.